Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton père et sur ce qu'il t'a transmis ou pas pour ton envie de faire du cinéma? Ah bah, évidemment, c'est énorme. J'ai eu une sorte d'héritage cinéphilique parce que j'ai baigné dans la cinéphilie toute ma vie. Donc j'ai vu énormément de films grâce à lui. Effectivement, il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Technique du cinéma, qui est un que sais-je, qui a été édité, réédité plein de fois, où on apprend justement tout du découpage du cinéma. Donc c'est vrai que j'avais cette connaissance de la mise en scène, cette intimité avec la mise en scène grâce à mon père. Et puis très concrètement, en fait, mon père a fait la même école que moi, mais une dizaine, enfin non, plus que ça, un peu de temps avant moi, et a commencé une carrière de monteur qu'il a très vite arrêté pour se diriger vers autre chose. Mais donc mon père a toujours eu la sensation que, à travers moi, il prolongeait cette carrière que lui n'avait jamais eue de monteur dans un cinéma un peu plus commercial, parce que mon père était dans un cinéma plus expérimental, plus politique. Voilà. Donc oui, non, puis une grande complicité toujours avec mon père, qui était mon premier spectateur, premier fan. Qui a d'ailleurs été voir 2 fois le dernier Dupontel sans vraiment le comprendre mais voilà, mais qui m'a toujours soutenu et était très proche. Et évidemment, à la Fémis, le travail, c'est faire des courts-métrages. La première année, on passe par tous les postes. Donc on fait un peu de décor, un peu de son, un peu de réalisation, et on se spécialise en 2e année, où là, on monte les films de ses camarades. Et en 3e année, dans mon souvenir, parce que tout ça malheureusement est déjà un peu loin, c'est plus la réalisation d'un projet personnel, donc ce qui était très privilégié, parce qu'on nous donnait un budget pour avoir un projet personnel. Et moi, j'ai eu la chance de partir avec un élève producteur aux États-Unis, filmer un documentaire sur les problèmes du Final Cut, comment on arrive au Final Cut aux États-Unis, parce que il y a toujours l'idée que c'est très différent en France et aux États-Unis. Donc voilà, c'était mes études à la Fémis. Et dans le cadre de la réalisation de ce documentaire, j'ai rencontré un autre monteur qui, pour le coup, a été mon mentor, enfin aussi un modèle important, qui est Hervé Deluz, qui est aussi un monteur assez fameux, parce qu'il montait à la fois les films de Polanski, de Claude Berry, de Téchiné, enfin c'était Alain Resnais, j'ai travaillé avec lui sur un Resnais. Voilà, c'était un monteur extrêmement prestigieux, extrêmement fascinant, donc c'était pour moi une joie quotidienne d'être à ses côtés. J'ai fait 3 à 4 films avec lui, ou 5, je sais plus, mais voilà comment les choses se sont emboîtées. Quand on sort de la Fémis, on a un diplôme, mais personne ne nous doit rien, enfin ce qui est bien normal. Donc j'ai commencé comme stagiaire. J'ai eu la chance de bénéficier du fait qu'à l'époque, il y avait encore des stagiaires monteurs. Enfin, c'était vraiment un poste dans les équipes de montage. Il y avait un assistant, un stagiaire, rémunéré. Donc j'étais... les films se faisaient encore en pellicule, aussi bien à l'image et au son. Donc employait beaucoup de gens. Donc mon premier travail rémunéré, si je me souviens bien, mais oui, je crois que je me souviens bien, c'était sur Les Trois Frères, le film des Inconnus. Voilà, où j'étais stagiaire chute, c'est-à-dire je m'occupais de ranger les chutes de pellicules magnétiques, donc ce qui avait été coupé du montage, enfin voilà, je devais reconstituer les roches avec les chutes de bandes magnétiques coupées par le monteur. Donc un travail très très ingrat. Donc voilà, je commençais comme stagiaire. Il n'y a rien d'artistique pour le coup. Rien d'artistique. Donc voilà, en même temps, moi j'étais sous le charme parce que tout en ayant fait la Fémis, je ne connaissais rien au monde du long métrage. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on est étudiant, on travaille sur des courts métrages où on est 2, voire un scénariste, un producteur. Mais voilà, là effectivement, je me retrouvais sur un gros film commercial où il y avait un étage entier avec 10 salles consacrées au film. Toute une équipe, donc c'était évidemment un poste d'observation formidable pour comprendre qui faisait quoi, comment. Donc voilà. Donc j'étais stagiaire. Ensuite, l'épouse d'Hervé Deluz, qui était elle-même monteuse, qui travaillait sur des plus petits budgets, m'a un peu mis à l'épreuve et m'a pris comme assistant, ce qui a convaincu derrière Hervé Deluz de me prendre lui-même comme assistant, enfin ce qui était une grande chance pour moi, parce que c'était vraiment mon premier poste d'assistant. C'était sur On connaît la chanson d'Alain Resnais. Oui, oui.
Oui, à l'arrivée, j'espère qu'il faut mettre de l'ordre dans la matière. Après, moi, j'ai plutôt vécu le numérique comme une libération que comme une manière de continuer à être méticuleux. Donc, moi, c'est vrai que bon, j'ai la chance de travailler avec un assistant souvent, et c'est plus lui qui est le garant de ranger les choses et de, j'ai envie de dire, oui, même de ranger après moi. C'est vrai que quand je monte, moi, j'ai plus envie d'être un enfant et de faire n'importe quoi. Et ça, c'est une idée qui n'est pas forcément répandue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent dans le montage, il faut... Et ça, c'est une pensée qui est issue justement de la pellicule, de ce qui se passait avant. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il faut, avant de faire une coupe, il faut bien réfléchir. Parce qu'avant, effectivement, quand on montait en pellicule, chaque coupe meurtrissait la matière. On laissait une trace. Si on voulait défaire cette coupe, il fallait mettre un scotch. En projection, on voyait toutes les collures sauter. Quand on hésitait sur un raccord, il y avait une sorte d'idée qu'il fallait réfléchir beaucoup avant de faire les choses. Et pour moi, ce qui a amené le virtuel, effectivement, d'extraordinaire, c'est que non, moi j'aime bien être surpris par ce que je fais. Des fois, j'aime bien faire le truc et puis réfléchir après. Et je trouve ça beaucoup plus fructueux. Le script, c'est le métier le plus dur, le plus passionnant, parce que là aussi, c'est un métier très proche du réalisateur. Alors, je sais pas qui veut faire script. Donc, mais en même temps, pour le coup, c'est une responsabilité quotidienne de plateau, où sans arrêt, les gens viennent dire... le comédien dit, j'étais dans la prise, j'étais comment, je tenais comment ma cigarette. Il faut avoir réponse à tout en temps réel, en permanence. C'est une responsabilité aussi de mise en scène, que les choses puissent plus ou moins se raccorder, s'assembler. Après, moi, en tant que monteur, souvent, la script, pour moi, est un intermédiaire. Ça me permet d'avoir justement une explication sur la mise en scène sans forcément... solliciter le réalisateur qui des fois sur un tournage est très occupé, donc ça me permet d'avoir un intermédiaire qui répond très concrètement parce que normalement elle est au fait de toutes les des intentions, de toutes les intentions de mise en scène. Donc voilà, ça en fait, moi pendant longtemps j'ai alterné le travail d'assistant et le travail de chef monteur, parce que j'étais pas assez demandé comme chef monteur, et c'est le fait de faire enfermer dehors avec Albert Dupontel, où là tout d'un coup j'étais catalogué définitivement, j'ai envie de dire, comme chef monteur, mais effectivement ça a pris 10 ans, en gros, si je récapitule ça sur ta feuille, et je suis arrivé sur enfermer dehors en fait comme assistant, parce que j'étais pas connu, pas demandé comme chef monteur particulièrement. J'avais surtout travaillé justement avec des anciens de la Fémis, qui étaient des copains. La Squale, c'est des producteurs issus de la Fémis qui avaient produit ce film, comme le Cadeau d'Héléna. Donc eux me faisaient travailler. Et sur Enfermé dehors, très concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un monteur qui était engagé, avec lequel Dupontel s'est fâché au bout de quelques mois, quelques semaines. Et moi, j'étais assistant sur le film, et la production, pour paraître plus pressé, a dit on a quelqu'un, et ils m'ont poussé, ils savaient que je faisais un peu de montage, et ils m'ont poussé dans le fauteuil avec Albert, et je pensais que ça allait durer 15 jours, et puis finalement, j'y suis encore. Mais donc, c'est une sorte de hasard, que j'étais dans la plage, justement, j'étais assistant, donc je connaissais le matériel, etc. Et aussi j'avais monté parce qu'à l'époque ça se fait encore un petit peu, mais on faisait ce qu'on appelle des promo reels, une sorte de petites bandes annonces, et en tant qu'assistant j'étais chargé de faire toutes les promo reels pour le film, etc. Et les gens aimaient pas le montage du film, par contre ils aimaient les promo reels, et donc j'étais embauché pour cette raison, moi qui ai fait la Fémis, etc. J'étais embauché pour cette raison stupide, qu'il fallait que le film ressemble au promo reel, c'est-à-dire à l'espèce de petite bande-annonce que j'avais faite. Voilà. Et chaque réalisateur a sa propre manière de travailler. C'est vrai qu'Albert, maintenant, donc on a vraiment une relation de confiance. Il sait mes faiblesses, mes points forts, donc il sait me soutirer les choses. Il sait que je sais faire certaines choses. Des fois, moi-même, je me surprends. Il me demande des choses que je ne pense pas capable d'être de faire, et il les obtient. Un exemple? Surtout sur la musique, en fait. Il est très client de musique. Donc maintenant, même, il me crédite comme une sorte de superviseur musique sur ses films. Et donc, très vite, il me demande de travailler, de penser à des musiques. Le montage ayant évidemment beaucoup de rapport avec
avec la musique, c'est en quelque chose en soi de musical. Mais donc voilà, il a une sorte de foi en moi dans ce domaine-là. Alors moi, j'aurais été plutôt timide, mais même si j'ai vraiment un goût pour la musique, c'est ça qui m'a fait travailler avec des gens comme Nicolas Saada, qui est aussi qui a cette obsession-là, ou Antoine Decaune, enfin ou Éric Bénard. C'est des gens qui ont ce goût musical, enfin on partage cette envie musicale sur les films, ce qui n'est pas le cas de tous les réalisateurs, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs, notamment en France, pour qui la musique est un peu une sorte de piège, il faut être très méfiant à l'égard de la musique, qui est perçue comme quelque chose d'un peu manipulateur, enfin... Donc il y a souvent une grande timidité et du coup une place très très réduite pour la musique dans les films français. Dupontel, il n'est pas du tout là-dedans. Lui, il voudrait quasiment de la musique de la première image à la dernière et il voudrait être sur une sorte de rail musical. Voilà, donc c'est un vrai défi à relever et c'est un des trucs qui est très intéressant sur le travail du montage, c'est cette élaboration, et ça fait partie du processus de la bande-son du film, c'est-à-dire la collaboration avec le compositeur, quelle musique, comment on la démarre, comment on la termine, et c'est très concret parce que voilà, c'est des discussions, des essais, on fait des collages de musique temporaire, on voit ce qui marche pas. On imagine avec le musicien quel type d'instrument, quel type de formation, un grand orchestre, un piano sol ou une guitare. Et tout ça se termine, normalement il y a une sorte de récompense qui est l'enregistrement un peu avant le mixage en studio de la musique du film, quand tout va bien, qui est vraiment une récompense parce que c'est l'aboutissement du travail de plusieurs mois. Souhaitable parce que c'est... Évidemment, le scénario, il a été pensé, réécrit, etc. Donc, on ne peut pas trop vite dégager des trucs, dire ça va pas, etc. Il faut quand même passer par une sorte de diagnostic qui est souvent très douloureux, hein, parce que c'est là où et souvent le premier montage, on ne le regarde pas avec 10 personnes, on regarde juste le réalisateur et le monteur, l'assistant. C'est assez cruel, souvent. Et c'est là où je disais que c'est quelque chose de très intime, parce que c'est vrai que c'est une étape où le réalisateur souvent craque, enfin... est en grande fragilité, parce que évidemment quand il voit son premier montage, il a plein de fantômes dans la tête et il ne voit que les choses qu'il a ratées. Donc oui, on passe par cet ours, et après, bon, ça aussi c'est le truc magique du montage, c'est qu'on peut se dire que tous les coups sont permis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aucun spectateur n'aura lu le scénario, donc ce qui est compliqué, c'est d'arriver à un diagnostic sur les choses, c'est de se dire, là, il y a vraiment mettre le doigt sur le truc qui va pas, l'acteur qui est pas bon, et c'est pas facile, parce que soi-même, on a tendance à enfouir ses sensations, à se dire, si, ça passe, etc. Mais donc, il faut jamais se satisfaire d'un truc admis bien ou mauvais, il faut trouver des solutions, et après, il y a la possibilité juste de retourner du son. Et ça, économiquement, c'est très très peu cher. Alors, il faut faire des post-synchro. Je ne sais pas si le terme vous est familier, mais... Et ça, c'est évidemment... On ouvre une porte énorme à la réécriture. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les informations qu'on veut rajouter, on peut les mettre dès que le personnage est de dos, on lui refait dire une phrase, ou même on peut tricher sur les labiales pour lui faire dire un autre mot. Donc, on peut réécrire très concrètement du dialogue. Parce que par exemple, si on coupe une scène, parce que des fois on ne coupe pas une scène parce qu'on se dit, bah non, cette scène, on est obligé de la voir parce que c'est dans cette scène-là que se dit telle information. Bon, mais on se met tous d'accord pour dire, oui, mais la scène, elle est nulle, elle nous plombe le truc, il faut la virer. Donc l'information qui est dans cette scène-là, il faut se débrouiller pour la mettre avant, après, dans une autre scène. Donc c'est plein de cuisine. Sur tous les films arrivés au premier montage, où il y a plein de trucs de cuisine à faire pour essayer pour sauver les meubles et pour réinjecter de l'intérêt aux scènes, du rythme, voilà. Mais est-ce que c'est une bonne idée quand on est réalisateur de monter son propre film ? Bah, j'imagine que ça doit prendre encore plus de temps. À vrai dire, c'est un cas de figure, parce que Wells, même, il y avait des monteurs. On sait que Stephen Kane, c'était pas des moindres, c'était Robert Wise et Mark Robson. Sur ses derniers films, c'était Yves Deschamps, qui est un très grand monteur. Enfin, il a travaillé quand même Wells a travaillé avec des monteurs sur ses films en tout cas les plus commerciaux. Après, il y a les films, j'imagine, tu penses à Othello, ou des films comme ça qu'il a fait au long cours, ou hors d'un cadre commercial. De budget, oui. Ouais. Mais, donc je pense qu'il y a fondamentalement très peu de réalisateurs
qui ont la volonté de prendre la place du monteur, parce qu'évidemment, alors il peut y avoir des raisons économiques, j'imagine des fois, mais c'est extrêmement précieux d'avoir du recul, c'est-à-dire et agréable, c'est d'être soi-même surpris, de laisser quelqu'un choisir dans la matière, d'aller chercher des choses que soi-même on valorisait pas forcément, etc. Donc il y a beaucoup de réalisateurs qui aiment bien avoir ce recul, parce que aussi ça leur permet de trancher, d'avoir un jugement, et puis de pas se... Très concrètement aussi, souvent, alors, tous les films de Dupontel, par exemple, il y a énormément de rush, il y a 2-3 heures de rush par jour, donc les réalisateurs... évidemment, ils veulent pas être sous l'eau et puis passer leur vie à regarder les roches. Ils nous laissent faire le travail d'écrémage, de sélection, et après, voilà. Et après, ils donnent leur point de vue, leur jugement, mais c'est plus dans un second temps. Donc, ça se répond à ta question, pas du tout. Oui, oui.